pleuvait des cordes cette nuit-là, une pluie si dense qu'elle semblait avaler tout bruit autre que le martèlement incessant des gouttes sur le toit en tôle de la vieille maison de ferme. Les éclairs illuminaient par instants l'obscurité, projetant des ombres inquiétantes sur les murs de mon salon. Cette maison, héritée de mes grands-parents, avait toujours eu une atmosphère un peu particulière, mais je n'avais jamais ressenti une telle appréhension auparavant. Alors que je me détendais près de la cheminée, tentant de chasser l'angoisse grandissante, un bruit sourd attira mon attention. Il provenait du grenier, un espace que je n'avais guère exploré depuis mon installation ici. Le son se répéta, plus fort cette fois, et une vague de frissons parcourut mon dos. Était-ce simplement le vent jouant avec les vieilles structures de la maison, ou quelque chose de plus sinistre rôdait là-haut? Mon cœur battait la chamade tandis que je me levais, une lampe à la main, déterminé à découvrir la source de ces perturbations. Chaque marche de l'escalier grinçait sous mes pas hésitants, ajoutant à l'atmosphère pesante de cette nuit déjà troublante. La trappe du grenier se tenait devant moi, comme une bouche obscure prête à me happer. Prenant une grande inspiration, je tirai sur la corde, et la trappe s'ouvrit avec un grincement sinistre, libérant une bouffée d'air poussiéreux et rance. Je montai lentement l'échelle, mon esprit tourmenté par une multitude de scénarios effrayants. Une fois arrivé en haut, je balayai la pièce avec ma lampe, découvrant des toiles d'araignées suspendues comme des voiles fantomatiques et des meubles anciens couverts de poussière. Et puis, je l'entendis à nouveau, ce bruit sourd, cette fois distinctement localisé dans un coin du grenier. Mon regard se porta sur un vieux coffre, dissimulé sous une épaisse couche de poussière, comme s'il n'avait pas été ouvert depuis des décennies. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je m'approchais lentement du coffre. Il était massif, fait de bois sombre et orné de ferrures rouillées, témoignant de son ancienneté. Chaque pas que je faisais soulevait un nuage de poussière qui dansait dans la lueur de ma lampe. Je m'accroupis devant le coffre, sentant une vague de froid m'envahir, comme si l'air autour de moi s'était soudainement glacé. Je passai ma main tremblante sur le couvercle, enlevant délicatement la poussière accumulée au fil des années. L'objet semblait presque me parler, me suppliant de ne pas l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta sur la peur. Avec une profonde inspiration, je soulevai le couvercle qui résista un instant avant de céder dans un craquement sinistre. Une odeur rance et moisie s'échappa, me piquant le nez. À l'intérieur, je découvris un fouillis de vieux vêtements et de bibelots, mais ce qui attira immédiatement mon attention fut une pile de photographies jaunies par le temps. Je pris délicatement la première photo et la portai à la lumière. Elle représentait un groupe de personnes que je ne connaissais pas, leurs regards vides fixés droit sur l'objectif, presque comme s'ils me regardaient directement. En feuilletant les photos, je sentais une étrange oppression dans ma poitrine. Chaque image semblait plus dérangeante que la précédente. Des visages déformés par des expressions de peur ou de douleur, des arrière-plans indistincts mais troublants. Certaines photos étaient si abîmées que les visages étaient méconnaissables, mais il y avait toujours cette sensation omniprésente d'être observé. Mon esprit était en ébullition. Qui étaient ces gens? Pourquoi ces photos se trouvaient-elles ici, dans le grenier de mes grands-parents? Tandis que ces questions tourbillonnaient dans ma tête, un sentiment de malaise croissant s'installait en moi. C'est alors que j'entendis, pour la première fois, ce qui semblait être un murmure, à peine audible, venant des profondeurs du grenier. Je ne pouvais détacher mes yeux des photographies. Chaque image me semblait plus étrange et perturbante que la précédente. Une des photos montrait une famille réunie autour d'une table, mais leurs visages étaient tordus par des expressions de terreur, comme s'ils avaient vu quelque chose d'horrible juste avant que la photo soit prise. D'autres photos montraient des personnes seules, dans des poses rigides et artificielles, avec des ombres sinistres flottant en arrière-plan. À mesure que je continuais à feuilleter les photos, une sensation de malaise profond s'empara de moi. Chaque image semblait contenir une énergie malsaine, une histoire de souffrance et de peur gravée dans le papier. Je remarquai aussi des détails troublants que je n'avais pas vus au premier coup d'œil. Des figures sombres et indistinctes se tenant à l'arrière-plan, leurs contours flous et menaçants. Plus je regardais les photos, plus je me sentais observé. C'était comme si les yeux des personnes sur les images suivaient mes mouvements, me fixant intensément. J'avais l'impression que les habitants des photographies essayaient de me dire quelque chose, de communiquer une mise en garde ou de raconter leur propre tragédie. Soudain, une des photos glissa de ma main et tomba par terre. En la ramassant, je sentis une brise glaciale parcourir la pièce, bien que le grenier soit complètement fermé. Je me redressai, le cœur battant, et jetai un coup d'œil rapide autour de moi.
Rien n'avait bougé, mais l'atmosphère semblait encore plus lourde et oppressante qu'auparavant. Je décidai de descendre du grenier, espérant que la lumière et la chaleur du rez-de-chaussée dissiperaient la sensation de terreur qui s'était emparée de moi. Alors que je fermais le coffre et me dirigeais vers l'échelle, un dernier coup d'œil aux photographies m'envoya un frisson glacé dans le dos. Les visages semblaient encore plus animés, presque vivants, comme s'ils voulaient me suivre hors du grenier. Les jours qui suivirent la découverte des photographies furent marqués par une série d'événements de plus en plus troublants. Au début, ce furent de simples bruits de pas dans le grenier, bien que je sois seul dans la maison. Puis, les objets commencèrent à se déplacer inexplicablement. Une chaise que j'avais laissée dans un coin se retrouvait au centre de la pièce, des cadres photos se renversaient sans raison apparente, et des portes s'ouvraient et se fermaient d'elles-mêmes. Les nuits étaient les pires. À plusieurs reprises, je me réveillais en sursaut, persuadé d'avoir entendu des chuchotements à côté de mon lit. Parfois, j'apercevais des ombres mouvantes dans le couloir, se faufilant hors de ma vue dès que je tentais de les regarder de plus près. Une nuit, j'eus l'impression de sentir une main glacée se poser sur mon épaule, me tirant brusquement du sommeil avec un cri étouffé. Les visions commencèrent peu de temps après. En plein jour, j'apercevais des visages familiers dans les miroirs, mais ils n'étaient pas les miens. C'étaient les visages des personnes des photographies, leurs yeux pleins de désespoir et de colère. Une fois, en me rendant à la grange, je vis une silhouette debout à l'entrée, me fixant intensément. Quand je m'approchai, elle disparut, ne laissant derrière elle qu'un air glacé et oppressant. Je tentais de trouver des explications rationnelles à tout cela. Peut-être que le stress et la solitude me jouaient des tours, ou que les vieilles structures de la maison craquaient simplement sous les assauts du vent. Mais plus les jours passaient, plus il devenait clair que quelque chose de beaucoup plus sinistre était à l'œuvre. Je commençais à éviter le grenier autant que possible, mais la sensation d'être observé ne me quittait jamais. Parfois, j'entendais encore ces murmures, des fragments de phrases que je ne pouvais comprendre, comme si les habitants des photographies essayaient désespérément de communiquer avec moi. J'étais au bord de la panique, incapable de dormir correctement, constamment sur le qui-vive. Ma maison, autrefois un refuge, était devenue un lieu de terreur inéluctable. L'atmosphère dans la maison était devenue insoutenable. Chaque soir, les phénomènes paranormaux s'intensifiaient, rendant ma vie un véritable cauchemar. Désespéré, j'ai décidé de rechercher des informations sur l'histoire de la maison et des personnes dans les photographies. Peut-être que comprendre qui ils étaient et ce qu'ils voulaient pourrait me donner une chance de mettre fin à ce calvaire. Je me rendis aux archives locales et commençai à fouiller les vieux journaux et les registres municipaux. Après plusieurs heures de recherche, je découvris une série d'articles troublants sur une famille qui avait vécu dans ma maison au début du XXe siècle. Ils étaient mystérieusement disparus sans laisser de traces, et leurs visages correspondaient à ceux des photographies. On disait que la famille avait été impliquée dans des rituels occultes, essayant de communiquer avec les morts. Cela expliquait pourquoi leurs esprits semblaient piégés entre deux mondes. Armé de ces informations, je retournai chez moi, déterminé à affronter les esprits. J'installai des bougies et de l'encens dans le grenier, créant une atmosphère propice à la communication. Je pris les photographies et les disposai autour de moi, formant un cercle. En fermant les yeux, je commençai à parler doucement, demandant aux esprits ce qu'ils voulaient et comment je pouvais les aider à trouver la paix. Soudain, une brise glaciale balaya la pièce et les bougies vacillèrent. Les chuchotements s'amplifièrent, formant des mots que je pouvais enfin comprendre. Ils demandaient à être libérés, à être délivrés de la malédiction qui les retenait ici. J'eus une vision claire d'un ancien rituel qui avait mal tourné, piégeant leurs âmes dans ce lieu maudit. Avec cette révélation, je compris ce que je devais faire. Je brûlai les photographies, récitant des prières de libération. Les flammes semblaient absorber les murmures, et les ombres se dissipèrent lentement. Quand la dernière photo se consuma, un silence apaisant envahit le grenier. Depuis ce jour, la maison retrouva sa quiétude. Les bruits, les ombres et les visions disparurent complètement. J'avais enfin réussi à libérer les âmes tourmentées. Malgré tout, chaque fois que je passe devant le grenier, je ressens encore un léger frisson, un rappel de l'horreur que j'ai vécue et du lien indéfectible entre les vivants et les morts. Quand nous avons décidé d'acheter notre première maison,
Mon mari et moi rêvions d'un endroit paisible à la campagne, loin du chaos de la ville. Après des mois de recherche, nous sommes tombés sur cette vieille ferme pittoresque, nichée au bout d'un chemin de terre, avec un grand terrain et un immense grange. Elle nécessitait quelques réparations, mais l'idée de la rénover ensemble ajoutait une touche de charme à notre nouvelle aventure de jeunes mariés. Dès que nous avons posé les pieds sur la propriété, j'ai ressenti une étrange sensation de familiarité, comme si cet endroit nous attendait. La maison principale, bien qu'un peu délabrée, avait un potentiel incroyable. Mais c'est la grange qui nous a vraiment séduits. Elle était ancienne, construite avec du bois massif, et avait une allure rustique que nous trouvions irrésistible. Les premières semaines après notre emménagement ont été consacrées à des travaux de rénovation. Chaque jour, nous découvrions un nouveau défi, mais aussi une nouvelle joie de travailler ensemble pour transformer cet espace en notre foyer. Nous étions épuisés mais heureux, impatients de voir le résultat de nos efforts. Mais très vite, nous avons commencé à remarquer quelque chose d'étrange. La grange semblait toujours plus froide que le reste de la propriété, même pendant les journées les plus chaudes. Nous pensions que c'était à cause des courants d'air ou peut-être d'une mauvaise isolation. Alors, nous avons continué notre travail, déterminés à faire de cet endroit notre paradis. Au début, ce n'était qu'un léger frisson qui nous parcourait lorsque nous entrions dans la grange. Je me souviens de la première fois où j'ai remarqué la différence de température. Il faisait une chaleur écrasante dehors, mais dès que nous mettions les pieds dans la grange, une fraîcheur presque glaciale nous entourait. Mon mari a suggéré que cela pouvait être dû à l'épaisseur des murs ou à l'ombre des grands arbres environnants. Mais cette explication ne nous a pas convaincus longtemps. Plus nous passions de temps dans la grange, plus nous ressentions cette froideur inhabituelle. Même avec des vêtements chauds, le froid semblait pénétrer jusqu'à nos os. Et ce n'était pas seulement la température. Il y avait quelque chose de différent. Une sensation de malaise qui s'installait à mesure que nous avancions dans les travaux. Un jour, en réorganisant quelques outils, j'ai remarqué des courants d'air venant de nulle part. Ils faisaient voler les copeaux de bois et provoquaient des courants de poussière étranges. Mon mari a essayé de trouver une source logique, une fissure dans les murs, peut-être une fenêtre mal fermée. Mais rien ne semblait expliquer ces courants d'air persistants. La nuit, j'avais du mal à dormir. Je pensais sans cesse à cette grange froide et à ce qu'elle pouvait cacher. Nous avons envisagé de faire venir un expert pour vérifier l'isolation ou des éventuels problèmes structurels, mais une partie de moi hésitait. Comme si, au fond, je savais que ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait expliquer avec des solutions rationnelles. Les jours passaient et le malaise s'intensifiait. Chaque fois que nous travaillions dans la grange, je sentais comme une présence. Quelque chose d'invisible, mais indéniablement là, qui semblait nous observer, nous étudier. Nous avons décidé de mettre nos travaux de la grange en pause pour nous concentrer sur la maison principale, espérant que le temps éclaircirait ce mystère. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus sinistre. Une nuit, alors que nous étions profondément endormis, je fus soudainement réveillé par une odeur piquante de fumée. Je me suis levé d'un bond, mon cœur battant à tout rompre. Mon mari était déjà debout, scrutant la fenêtre avec un regard inquiet. « La grange est en feu », a-t-il murmuré d'une voix tremblante. Nous nous sommes précipités dehors, et ce que nous avons vu nous a glacé le sang. La grange était enveloppée de flammes dansantes, projetant des ombres sinistres sur notre maison. Sans perdre un instant, nous avons attrapé les seaux d'eau et commencé à lutter contre le feu. Les minutes semblaient des heures, et chaque seconde était une bataille acharnée contre les flammes voraces. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, nous avons réussi à éteindre le feu. Nous étions couverts de suie, essoufflés, mais soulagés. Pourtant, alors que la fumée s'estompa, nous avons découvert quelque chose qui nous a laissés perplexes. Sur le sol de la grange, les cendres formaient des motifs étranges et inexplicables. Des cercles entrelacés, des lignes brisées, comme si quelqu'un ou quelque chose avait dessiné ces marques avec une précision déconcertante. Nous avons examiné les alentours, cherchant une explication rationnelle. Peut-être que les vents avaient dispersé les cendres de manière particulière, ou peut-être qu'il y avait une autre cause logique à ces motifs. Mais aucune de nos théories ne semblait tenir la route. Le sentiment d'inquiétude qui nous avait accompagnés depuis notre emménagement s'intensifiait. Pourquoi cette grange semblait-elle être au centre de tant de phénomènes étranges? Et que signifiaient ces marques mystérieuses sur le sol?
Nous avons décidé qu'il était temps de chercher des réponses. Peut-être que la clé de ce mystère résidait dans le passé de la propriété, et nous étions déterminés à découvrir la vérité, peu importe à quel point elle pouvait être terrifiante. Perturbés par les événements récents, nous avons décidé de creuser dans l'histoire de notre propriété. Il fallait comprendre ce qui se passait dans cette grange. Nous avons commencé par parler aux voisins et aux anciens habitants du village. À notre grande surprise, beaucoup semblaient hésiter à évoquer la ferme. Leurs regards fuyants et leurs murmures suggéraient qu'il y avait plus à découvrir. Un vieil homme du village, après quelques hésitations, nous a raconté une histoire glaçante. Il y a des décennies, une famille vivait ici, tout comme nous. Un soir, un terrible incendie avait ravagé la ferme, tuant tous les membres de la famille piégés à l'intérieur. Selon lui, l'incendie avait commencé dans la grange, tout comme le nôtre. L'histoire était troublante et nous laissa sans voix. Nous avons alors décidé de vérifier les archives locales. Après plusieurs heures de recherche, nous avons trouvé des articles de journaux datés des années 1920, relatant l'incendie tragique. Les descriptions des flammes, des cris, et du désespoir des voisins qui avaient tenté de sauver la famille nous ont glacé le sang. Les motifs étranges que nous avions trouvés sur le sol de la grange ressemblaient étrangement à ceux décrits par les témoins de l'époque. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image qui se dessinait était terrifiante. Nous avons découvert que la famille décédée était suspectée d'activités occultes, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Les motifs trouvés sur le sol de la grange, à la fois autrefois et maintenant, semblaient correspondre à des symboles utilisés dans des rituels. Le poids de ces révélations était écrasant. Nous avions l'impression de vivre dans un endroit maudit, hanté par des forces que nous ne comprenions pas pleinement. Mais la recherche de vérité avait également réveillé une détermination en nous. Il était clair que nous devions faire face à ces phénomènes, peu importe à quel point cela pouvait être effrayant. Après avoir découvert la tragique histoire de la famille et leurs possibles activités occultes, les phénomènes surnaturels dans la grange se sont intensifiés. La température glaciale était désormais accompagnée de bruits étranges, des murmures, des grincements et parfois des cris étouffés. Chaque visite dans la grange devenait une épreuve de courage. Une nuit, alors que nous dormions, un bruit sourd nous a réveillés. Nous avons trouvé toutes les portes de la maison grandes ouvertes, comme si une force invisible les avait poussées avec violence. Le froid de la grange semblait maintenant s'étendre à la maison entière. Nous avons commencé à entendre des pas lourds dans les couloirs, des objets changeaient de place sans explication, et des ombres mouvantes apparaissaient au coin de notre vision. Un soir, alors que je rangeais des outils dans la grange, j'ai senti une présence derrière moi. Me retournant brusquement, j'ai vu une silhouette indistincte, sombre, qui disparaissait aussitôt. Mon mari, entendant mes cris, est accouru. Mais il n'a trouvé que moi, tremblante, incapable de formuler ce que je venais de voir. Nous avons décidé de consulter un médium local, espérant obtenir des réponses, ou du moins, un peu de paix. Lors de sa visite, il a parcouru la grange, ressentant immédiatement une énergie négative intense. Il nous a parlé des esprits tourmentés, piégés dans un cycle de douleur et de rage. Selon lui, les rituels occultes de la famille avaient ouvert une porte qu'ils n'avaient pas su refermer, laissant les âmes des défunts errer sans repos. Le médium a tenté un rituel de purification, mais les phénomènes ont continué. Il nous a conseillé de quitter la propriété, affirmant que l'énergie maléfique était trop enracinée pour être chassée facilement. Pourtant, nous étions déterminés à ne pas abandonner notre maison. Les jours suivants, les événements ont atteint un paroxysme. Des meubles se déplaçaient, des bruits assourdissants résonnaient chaque nuit, et la grange semblait pulser d'une vie propre. Nous avons compris que nous devions prendre une décision, continuer à vivre dans cette terreur constante ou partir, laissant derrière nous nos rêves et nos efforts. Finalement, nous avons choisi de quitter la ferme, emportant avec nous une leçon amère sur les forces que nous ne comprenons pas. La grange reste là, silencieuse et froide, un témoin éternel de la tragédie passée et des âmes qui ne trouvent jamais la paix. Cela fait maintenant des années que je travaille seul dans ma ferme, isolé du reste du monde. Chaque matin, je me réveille avant le lever du soleil pour m'occuper des champs, des animaux et de toutes les tâches que nécessite la vie agricole. La ferme est vaste, entourée de forêts denses, et la seule route menant à ma propriété est rarement empruntée. Je trouve une certaine paix dans cette solitude, loin de l'agitation de la ville.
Le silence des champs, le chant des oiseaux au petit matin, et le doux murmure du vent à travers les arbres, tout cela contribue à une atmosphère sereine que j'ai appris à apprécier. Mais cette tranquillité, je le découvrirai bientôt, n'était qu'une façade fragile. Un jour, alors que je travaillais dans le champ, j'ai commencé à entendre des murmures. Au début, je les ai ignorés, pensant que c'était le vent qui jouait des tours à mes oreilles fatiguées. Mais ces sons étaient étranges, presque humains, et ils semblaient venir de nulle part. Ce n'est rien, me suis-je dit. Juste l'effet de la fatigue. Après tout, les longues heures passées sous le soleil pouvaient facilement jouer avec mon esprit. Pourtant, une sensation de malaise s'installait en moi, quelque chose d'indéfinissable qui refusait de disparaître. Le premier jour où j'ai entendu les murmures, c'était en plein après-midi. Je me trouvais dans le champ, en train de labourer la terre. Les murmures étaient faibles, presque inaudibles, comme un chuchotement porté par le vent. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. La ferme est trop éloignée pour que des voisins puissent passer par là sans que je les voie arriver. Je me suis dit que ce devait être le vent, jouant avec les branches des arbres ou se faufilant entre les vieux murs de la grange. Pourtant, ces murmures avaient une qualité distincte, presque humaine. Je pouvais à peine distinguer des mots, mais la tonalité m'était étrangement familière. J'ai essayé de ne pas y penser, me convainquant que mon esprit fatigué me jouait des tours. Le travail agricole est épuisant, et il n'est pas rare d'entendre des choses qui n'existent pas réellement, surtout quand on est seul aussi longtemps. Je suis retourné à mon travail, tentant de chasser ces pensées de ma tête. Cependant, au fil des jours, les murmures sont devenus plus persistants. Ils semblaient suivre un rythme, apparaissant à des moments aléatoires mais toujours quand je me trouvais seul. Ils n'étaient jamais forts, mais leur constance était inquiétante. Parfois, ils semblaient venir de juste derrière moi, me faisant me retourner brusquement, pour ne trouver que le vide. À ce stade, je commençais à me demander si quelque chose de plus sinistre n'était pas à l'œuvre. Mais je refusais encore de céder à la peur. Je continuais mon travail, espérant que ces murmures finiraient par disparaître, comme un mauvais rêve que l'on oublie au réveil. Au fil des semaines, les murmures se sont intensifiés. Ce qui avait commencé comme des sons indistincts et lointains devenait maintenant de plus en plus clairs et perturbants. Les chuchotements semblaient prononcer des mots, des phrases entières parfois, et, plus troublant encore, ils parlaient de moi. Un jour, alors que je réparais une clôture, j'ai entendu mon nom. Pierre. La voix était si claire, si proche, que j'ai lâché mes outils et me suis retourné brusquement. Il n'y avait personne. Pourtant, les murmures continuaient, énumérant des détails intimes de ma vie. Tu te souviens de ce chant où tu jouais enfant? La vieille balançoire sous le grand chêne. Mon cœur s'est serré. Comment ces voix pouvaient-elles connaître des choses si personnelles, des souvenirs que je n'avais partagés avec personne? Les chuchotements devenaient de plus en plus précis, évoquant des secrets que même mes proches ignoraient. Ils mentionnaient des regrets que j'avais enfouis au plus profond de moi, des erreurs passées que je préférais oublier. Tu n'aurais jamais dû vendre cette parcelle de terre, Pierre. Regarde où cela t'a mené. J'ai commencé à craindre pour ma santé mentale. Était-ce vraiment possible que je me parle à moi-même de manière si déconcertante? Ou bien n'y avait-il quelque chose de plus sinistre à l'œuvre? Chaque nuit, les murmures semblaient s'intensifier, me privant de sommeil et me laissant épuisé chaque matin. La ligne entre la réalité et le cauchemar devenait de plus en plus floue. J'ai tenté de parler à quelques amis et voisins, mais ils ont simplement haussé les épaules, attribuant mes expériences au stress ou à la solitude. Tu travailles trop dur, Pierre. Tu as besoin de te reposer. Mais comment pouvais-je me reposer quand ces voix ne me laissaient aucun répit? Les murmures étaient devenus mon ombre, me suivant partout où j'allais, me rappelant sans cesse que quelque chose d'inexplicable était en train de se produire sur ma ferme. Désespéré de comprendre ce qui se passait, j'ai décidé de mener ma propre enquête sur l'histoire de ma ferme et de ses environs. J'ai commencé par fouiller dans les archives locales, espérant trouver des indices sur les événements passés. La bibliothèque du village possédait des vieux journaux et des registres poussiéreux que personne n'avait consultés depuis des années. C'est là que j'ai découvert l'histoire de Jean Dupont, un agriculteur qui avait vécu à quelques kilomètres de ma ferme actuelle. Jean avait été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses, il y a plus de 50 ans. Les articles de l'époque parlaient de son comportement étrange les mois précédant sa mort. Il avait raconté avoir entendu des voix,
des murmures semblables à ceux que j'entendais. Ma peau se mit à frissonner alors que je lisais les détails troublants. Jean Dupont avait également vécu seul, et les murmures l'avaient conduit à la folie. Il avait été trouvé sans vie dans son champ, les yeux grands ouverts, comme s'il avait vu quelque chose d'horrible avant de mourir. Les habitants du village avaient préféré oublier cette histoire, la reléguant à une légende locale. Avec cette nouvelle information, je suis retourné à ma ferme, la tête pleine de questions et de craintes. Les murmures semblaient devenir plus insistants, presque colériques, comme s'ils savaient que j'avais découvert leur secret. Chaque nuit, je sentais leur présence se rapprocher, comme une ombre invisible qui planait au-dessus de moi. J'ai commencé à explorer ma propre ferme, fouillant les recoins et les bâtiments abandonnés, espérant trouver un lien entre Jean Dupont et les voix qui me tourmentaient. C'est dans une vieille grange, en dessous des planches du sol, que j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Une boîte en métal contenant des lettres jaunies par le temps. Les lettres étaient écrites par Jean Dupont, et elles décrivaient en détail ses expériences avec les murmures. Il parlait de voix qui le hantaient, qui lui révélaient des secrets sombres et personnels, tout comme les miennes. La réalité commençait à s'imposer à moi. Il y avait une connexion entre Jean Dupont et moi, quelque chose d'invisible et de terrifiant qui transcendait le temps. Les murmures n'étaient pas simplement des hallucinations. Ils étaient une manifestation de quelque chose de beaucoup plus sinistre et ancien. Les murmures étaient devenus insupportables. Chaque nuit, ils étaient plus forts, plus insistants, m'empêchant de dormir et érodant ma santé mentale. Je ne pouvais plus ignorer la réalité de leur présence. C'était comme si une force malveillante cherchait à me briser, à me pousser au bord de la folie comme elle l'avait fait avec Jean Dupont. Un soir, alors que je n'en pouvais plus, j'ai décidé d'affronter cette entité invisible. J'ai pris une lampe de poche et me suis dirigé vers la vieille grange où j'avais trouvé les lettres de Jean. Les murmures semblaient me guider, leurs voix se répercutant autour de moi, m'enveloppant de leur présence sinistre. Viens, Pierre. Nous avons tant à te montrer. Dans la grange, l'air était glacé, et une odeur de moisie et de terre humide imprégnait l'atmosphère. Je me suis dirigé vers l'endroit où j'avais trouvé la boîte en métal. Les murmures étaient maintenant des cris, des voix qui semblaient émaner des murs eux-mêmes. J'ai commencé à creuser frénétiquement, mes mains tremblantes, mes pensées confuses. Soudain, la terre a cédé, révélant un vieux puits abandonné. En m'approchant du bord, j'ai ressenti une présence, quelque chose de palpable et de terrifiant. Les murmures se sont tus, laissant place à un silence oppressant. En regardant dans le puits, j'ai vu une lueur pâle, presque spectrale. C'est alors que j'ai compris. Jean Dupont avait découvert ce puits, et ce qu'il avait vu l'avait conduit à la folie. Les murmures étaient les voix des âmes piégées, cherchant à s'échapper de leur prison souterraine. En déterrant leurs secrets, je les avais réveillés, et maintenant, ils voulaient que je rejoigne leur sombre royaume. Je me suis redressé, tremblant de peur mais déterminé à ne pas céder. « Je ne vous laisserai pas me prendre !» ai-je crié dans l'obscurité. Avec une force que je ne savais pas posséder, j'ai scellé le puits avec des planches et des pierres, priant pour que cela suffise à contenir la malédiction. Depuis ce jour, les murmures ont cessé, mais je reste hanté par ce que j'ai découvert. La ferme est redevenue silencieuse, mais le poids de ce que j'ai vécu pèse encore sur moi. Je sais que je ne pourrai jamais oublier les voix et le regard de Jean Dupont, mort de peur dans son champ. La solitude de la ferme, autrefois paisible, est maintenant un rappel constant de l'horreur que j'ai affrontée et de la fine frontière entre la réalité et le cauchemar. Nous venions tout juste de nous installer dans cette vieille ferme. Ma famille et moi avions décidé de quitter la ville pour vivre une vie plus tranquille à la campagne. Nous étions fatigués du bruit incessant et du rythme effréné de la vie urbaine, et cette propriété semblait être le refuge parfait. La maison était ancienne, avec des murs en pierre épais et un toit de tuiles usé par le temps. Elle se dressait majestueusement au milieu d'une vaste étendue de champs et de bois. L'endroit était complètement isolé, sans voisins à des kilomètres à la ronde. Cette solitude, bien qu'un peu inquiétante, avait aussi quelque chose de reposant. Nous avions de grandes attentes pour notre nouvelle vie ici. Nous imaginions des journées paisibles, entourées par la nature, à cultiver notre propre nourriture et à profiter des plaisirs simples de la vie rurale. Mais en explorant la propriété, nous avons commencé à sentir que cet endroit avait une histoire riche et peut-être même sombre. Les gens du village voisin parlaient peu de la ferme, comme si quelque chose d'inhabituel s'y était passé.
Cela attisait notre curiosité et nous étions déterminés à découvrir ce qui s'était vraiment passé ici. Lors de notre première semaine à la ferme, nous avons décidé d'explorer les environs et de faire quelques travaux pour rendre l'endroit plus habitable. C'est ainsi que nous avons commencé à creuser un puits près de la maison, espérant trouver une source d'eau naturelle pour notre usage quotidien. En creusant, nous avons fait une découverte surprenante. À environ 2 mètres de profondeur, nous avons déterré une collection de vieux jouets, enfouis sous la terre. Il y avait des petites voitures en métal, des poupées aux visages effacés, et d'autres objets qui semblaient appartenir à une autre époque. Mais le plus étrange était un petit bonhomme de chiffon, soigneusement enveloppé dans un tissu délavé. Ce qui était bizarre, c'était l'état presque intact du bonhomme, malgré la profondeur à laquelle il avait été enterré. Je ressentais une sorte de malaise en regardant ces objets. Pourquoi étaient-ils enterrés là, et qui les avait placés à une telle profondeur? Une vieille superstition, un jeu d'enfant ou quelque chose de plus sinistre? Peu importe la réponse, il y avait quelque chose d'inquiétant à découvrir ces jouets enfouis, comme s'ils avaient été cachés pour une raison particulière. Quelques jours après la découverte des jouets, notre fille a commencé à parler d'une nouvelle amie qu'elle aurait rencontrée. Au début, nous n'y avons pas prêté beaucoup d'attention, pensant qu'il s'agissait simplement d'un ami imaginaire, comme beaucoup d'enfants en ont. Elle parlait souvent d'une petite fille qui jouait avec elle dans la maison et dans les champs. Ce qui a commencé à nous inquiéter, c'est le niveau de détail dans les histoires de notre fille. Elle décrivait l'apparence de cette amie avec une précision troublante, évoquant une robe démodée et des cheveux longs et bouclés. Elle disait que sa nouvelle amie lui racontait des histoires étranges, parfois même effrayantes. Ces récits étaient trop sombres pour venir de l'imagination d'une enfant de son âge. Peu à peu, le comportement de notre fille a changé. Elle semblait souvent absente, comme si elle écoutait quelqu'un que nous ne pouvions pas voir. Elle parlait seule, chuchotant dans les coins de la maison, et ses nuits étaient agitées. Elle se réveillait souvent en pleurant, incapable de nous dire ce qui la dérangeait. Nous commencions à craindre que quelque chose de plus qu'une simple imagination soit à l'œuvre, quelque chose qui échappait à notre compréhension. Les choses ont vraiment commencé à devenir inquiétantes lorsque des événements étranges ont commencé à se produire dans la maison. Tout a commencé par de petits incidents, faciles à ignorer ou à expliquer. Nous entendions des bruits de pas dans les couloirs alors que nous savions que tout le monde était au lit. Les portes qui étaient fermées se retrouvaient ouvertes le matin, et des objets semblaient changer de place sans que personne ne les touche. Une nuit, alors que tout le monde dormait, j'ai été réveillé par un rire d'enfant venant du salon. Mon cœur s'est figé, car je savais que notre fille dormait dans sa chambre. En descendant les escaliers, j'ai découvert que toutes les lumières étaient allumées et que les jouets de notre fille étaient éparpillés sur le sol, comme si quelqu'un avait joué avec eux. Pourtant, la maison était censée être vide, à part nous. Les phénomènes se sont intensifiés. Nous avons entendu des chuchotements, des murmures incompréhensibles qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. Parfois, nous sentions une présence, une ombre furtive passant dans notre champ de vision, mais sans jamais pouvoir la saisir clairement. Chaque jour, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de nous faire peur, ou pire, de nous chasser. Nous étions terrifiés, ne sachant pas à qui nous adresser ou comment arrêter ce cauchemar. Nous ne pouvions plus ignorer que quelque chose de profondément troublant se passait dans cette maison. Désespérés, nous avons commencé à chercher des réponses. Nous avons fouillé les archives locales et parlé aux anciens du village, espérant découvrir quelque chose sur l'histoire de la ferme. C'est alors que nous avons appris la tragédie qui s'était déroulée ici des années auparavant. Il y avait une famille qui vivait dans cette même maison, et leur petite fille était morte de façon mystérieuse. Selon les récits, elle avait été retrouvée sans vie dans le puits, celui-là même où nous avions découvert les jouets. Les circonstances de sa mort étaient floues, certains parlaient d'un accident, d'autres murmuraient qu'il pourrait y avoir eu quelque chose de plus sinistre. Après sa mort, les parents, accablés de chagrin, avaient quitté la maison, la laissant vide pendant des décennies. En comprenant cela, tout prenait un sens terrible. Les jouets enterrés, les phénomènes étranges, et les histoires sinistres racontées par notre fille, tout semblait lié à cette petite fille décédée. Nous avons senti une menace grandissante, comme si l'esprit de cet enfant cherchait à communiquer ou à nous effrayer. Le sentiment de danger était palpable, et nous avons réalisé que nous devions agir rapidement pour protéger notre famille. Quitter la maison semblait la seule solution, mais même cela n'était pas si simple,
car nous avions l'impression que quelque chose nous retenait, une force obscure qui refusait de nous laisser partir. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.